je dirais que la Hammer, ça a été un palier dans la représentation du sexe et de la violence. Donc du coup, quelque part, tout ce qui a suivi au cinéma est quelque part le fruit de cette révolution-là. Donc voilà, de ce point de vue-là, la Hammer, c'est pas juste un truc dans une époque qu'on pourrait oublier. Non, ça fait vraiment partie de l'histoire du cinéma. Ça a une descendance. Mais au-delà de ça, ça a été une manière de renouveler de fond en comble les grands mythes du cinéma fantastique. Et c'est parce que ce travail-là a été fait, avec Fisher et avec d'autres, que le cinéma fantastique a pu s'embarquer dans de nouvelles directions. C'est parce qu'il y a la Hammer que finalement on a aussi Romero, Tobe Hooper avec Massacre à la tronçonneuse, Suspiria, Profondo Rosso de Dario Argento, puis tous les autres après. Il y a vraiment cette liberté de ton des années 70 et des années 80, on la doit aussi à ça, quoi, à la Hammer. Et puis au-delà de ça, il me semble que finalement toute une génération de cinéastes a vu ces films-là, a grandi avec, et qu'ils évoluent aujourd'hui dans le genre ou non, on a toujours un lien avec la Hammer dans leur cinématographie. Si on prend quelqu'un comme George Lucas, non seulement lui, il a repris Peter Cushing et Christopher Lee dans sa saga Star Wars, dans les deux trilogies, à 25 ans d'écart, mais il me semble que y a son travail, par exemple, dans le dernier Star Wars, l'épisode 3, son travail sur la transformation d'Anakin en Dark Vador, au moment où il s'agit d'interroger le rapport du héros au mythe, enfin à la mort tout simplement, bah, quelque part il se situe dans un héritage fischerien. Il en fait une espèce de fusion du mythe de Dracula. Voilà, Dark Vador, c'est l'idée d'une survie blasphématoire, magique, le côté obscur de la force. Il en fait il le fait fusionner, voilà, ce mythe de Dracula avec le mythe de Frankenstein. C'est l'idée du corps reconstitué par les bons soins de l'empereur Palpatine. Voilà, donc on est dans le mythe de Frankenstein avec ce côté-là. On retrouve également le mythe de Faust, le pacte avec le diable. On retrouve Jekyll et Hyde, la schizophrénie. Bref, il fait fusionner tout ça. Et il y a des références visuelles à la Hammer et à Fisher absolument explicite. Par exemple, il y a un plan où on voit Anakin se consumer de haine face à un torrent de lave à un moment donné, et la caméra fait un espèce de travelling où on le découvre en train de pleurer. Bon, bah, ça, c'est une référence à La Nuit du Loup-Garou, avec le premier plan du film, le générique, où on voit Oliver Reed en loup-garou, un maquillage extrêmement impressionnant, mais néanmoins, il est en train de pleurer. C'est toute la thématique de la dualité propre à Terence Fisher. Bon, voilà pour George Lucas, mais si on prend un autre cinéaste, par exemple comme Martin Scorsese, qui a priori, lui, n'évolue absolument pas dans le genre fantastique, quand il filme le sang, à l'écran, bah, très souvent, on peut dire qu'on est dans un héritage fisherien. On sait que Scorsese a adoré les films de la Hammer, il en a souvent parlé en interview, c'est quelque chose qu'il a revendiqué, mais quand on voit par exemple dans Les Infiltrés, il y a une séquence où Jack Nicholson revient d'une arrière-boutique avec les mains tachées de sang, parce que visiblement il vient de torturer quelqu'un, bah, finalement, Scorsese à ce moment-là filme le sang comme Fisher le filmait quand il filmait par exemple le baron Frankenstein revenant de son laboratoire après avoir coupé une tête ou greffé un cerveau avec les mains maculées de sang, avec un peu de sang sur son tablier, ou les séquences où Van Helsing plantait un pieu dans le cœur, c'est exactement la même chose. Il filme le sang comme une tache, voilà, comme une déflagration graphique à l'écran, et on retrouve cette espèce de thématique métaphysique propre à Fisher. Ça renvoyait aux questions de l'identité, aux questions de la pulsion chez Fisher. Ça renvoie à d'autres questions métaphysiques chez Scorsese. On sait que la religion est souvent présente dans l'univers de Scorsese. Donc il y a là une espèce de continuité de ce point de vue-là. Puis alors après, l'autre cinéaste évident qui a perpétué finalement là carrément l'esthétique de la Hammer, c'est évidemment Tim Burton. Quand il fait Sleepy Hollow, quand il fait Sweeney Todd, on a un héritage évident. Alors lui, il s'attache carrément à filmer les souvenirs laissés dans son enfance par la découverte des films de la Hammer. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on a une espèce de cinéma post-moderne. C'est pas un film de genre en tant que tel, quand il fait Sleepy Hollow, par exemple. Non, c'est vrai, c'est bel et bien une manière de traquer ses émotions enfantines à la découverte de ces films-là. Mais du coup, pour toute une génération de jeunes spectateurs, bah, ça a été voilà, une manière de redécouvrir les films. Il y a vraiment, voilà, aujourd'hui,
Burton est très très populaire chez les adolescents, mais il y en a beaucoup qui finalement ont découvert le cauchemar de Dracula ou les Frankenstein parce que Christopher Lee était présent au début de Sleepy Hollow, parce que Johnny Depp finalement jouait un peu à la manière de Peter Cushing, en jouant comment dire, de sa minceur, en jouant de ce physique fluet, mais néanmoins capable on va dire d'une extrême nervosité. Quelque part, le Van Helsing, c'était vraiment ça. Donc du coup, il y a plein de chemins aujourd'hui qui mènent à la Hammer.